du mouvement. Elle augmente parallèlement à celle-ci. On la recherche préférentiellement aux membres supérieurs sur les fléchisseurs, comme le biceps, par des mouvements d'étirement de plus en plus rapides, accessoirement sur le triceps. On peut la rechercher également par des mouvements de pronosupination, toujours à vitesse variable. Le but de l'examen étant la perception du stretch, contraction anormale du muscle lors de son élongation rapide. On peut encore rechercher la spasticité par des mouvements d'extension rapide des fléchisseurs des doigts, la main étant maintenue en pronation, et dans les spasticités importantes, on peut entretenir un véritable clonus des doigts. Le signe de Hoffmann se recherche par stimulation des ongles, la réponse pathologique étant une opposition du pouce. Aux membres inférieurs, la spasticité prédomine sur les extenseurs. On la recherchera sur le quadriceps par des mouvements d'étirement de plus en plus rapides en fléchissant la jambe sur la cuisse. Ou encore en projetant la rotule vers le bas à la recherche d'un clonus. Sur le triceps, on recherche un clonus du pied par mise rapide en flexion dorsale, puis maintien de l'étirement. En cas de spasticité importante, on pourra obtenir un clonus inépuisable du pied. On peut également, comme à la main, stimuler les fléchisseurs. Enfin, on n'omettra pas la recherche du signe de Babinski, signe fondamental de la spasticité, et l'étude des réflexes tendineux qui sont anormalement vifs et diffusés. En opposition à l'hypertonie pyramidale, la rigidité extrapyramidale est le reflet d'une lésion des noyaux gris centraux, en particulier du noyau lenticulaire et du locus niger. Elle est dite plastique, le membre cédant à l'étirement en roue dentée et se fixant dans la position qui lui est donnée. La rigidité extrapyramidale est bien perçue sur le tendon du biceps lors de mouvements d'étirement passif. Contrairement à la spasticité, elle n'est pas modifiée par la vitesse d'étirement ou par l'amplitude du mouvement. Lors du raccourcissement du muscle, on peut observer une contraction réflexe, comme on le voit recherché ici sur le biceps. On parle alors de réaction de raccourcissement. La rigidité se recherche également par des mouvements de flexion-extension du poignet. Elle peut être sensibilisée ou extériorisée par la mobilisation active du membre controlatéral. C'est la manœuvre du poignet figé de Froment. Des manœuvres identiques non représentées ici peuvent être réalisées aux membres inférieurs, mouvement de flexion de la jambe sur la cuisse, recherche du raccourcissement du jambier antérieur lors de la flexion dorsale passive du pied sur la jambe. Les modifications du tonus s'observent également sous forme d'une hypotonie. L'hypotonie comporte deux composantes principales qui sont l'augmentation de la passivité et de l'extensibilité. Elle peut s'observer dans les lésions médulaires, en particulier les lésions des cordons postérieurs, qui s'accompagnent parfois d'une hyperextensibilité très importante. Dans les lésions de la corne antérieure, lorsqu'elles sont isolées, sans lésion pyramidale associée. Dans les lésions du nerf périphérique, à condition qu'elles soient suffisamment sévères ou étendues. Enfin, dans certaines atteintes purement musculaires, lorsqu'elles sont étendues,
et amyotrophiante. L'hypotonie s'observe également dans les lésions du cervelet dont nous avons rappelé l'importance dans l'adaptation posturale et le mouvement. Cette hypotonie peut être globale et symétrique ou localisée à un membre. En effet, on distingue classiquement deux types de syndrome cérébelleux, l'un statique, axial, par lésion du vermis, l'autre cinétique, par lésion des hémisphères. L'hypotonie sera bilatérale dans les atrophies cérébelleuses, unilatérale dans les lésions hémisphériques latéralisées. La principale composante de l'hypotonie cérébelleuse est la passivité, dont la recherche comprend l'étude du ballon passif des bras en position debout, l'étude du ballon des pieds par des manœuvres provoquées de rotation des membres inférieurs, la recherche du caractère pendulaire d'un réflexe tendineux, et aux membres supérieurs, le même type d'examen, comme l'étude du ballon des mains illustrée ici. Bien que ne faisant pas partie du syndrome cérébelleux, nous illustrons maintenant la recherche d'une extensibilité anormale qui s'observe dans certaines formes d'hypotonie, principalement lors des lésions cordonales postérieures. Flexion dorsale du pied, flexion de la jambe sur la cuisse et de la cuisse sur le bassin, extension du poignet et des doigts, extension du triceps. Les manœuvres suivantes sont propres à la recherche d'un syndrome cérébelleux. Lors de la manœuvre de Stewart-Holmes, le mouvement est immédiatement freiné par le triceps, témoignant de la bonne synergie du groupe triceps-biceps. Dans le cas contraire, la main dépasse le but et l'on parle de dysymétrie et d'asynergie. D'autres exemples d'asynergie peuvent être recherchés. Ici, la flexion du tronc qui doit s'accompagner du contrôle de la position des membres inférieurs par les extenseurs. Une asynergie fléchisseur-extenseur provoquerait l'élévation des membres inférieurs. L'épreuve du talon sur le genou apprécie la bonne coordination du mouvement. Dysymétrie ou imprécision sur le but et décomposition du mouvement caractériseraient un syndrome cérébelleux cinétique. Cette épreuve, tout comme celle que l'on voit ici, suppose le respect des afférences sensitives et l'absence de spasticité pour être interprétable. Aux membres supérieurs, les classiques épreuves du doigt sur le nez ou sur le lobe de l'oreille apprécient également la qualité de la coordination et l'on recherchera une dysmétrie ou hypermétrie en sachant qu'il faut s'assurer de l'absence de spasticité pour les interpréter. Ces épreuves sont sensibilisées par un facteur cinétique, comme de faire réaliser rapidement la manœuvre illustrée ici. Autre composante du syndrome cérébelleux, la diadococinésie qui se recherche en faisant réaliser par exemple l'épreuve des marionnettes. Dans les deux épreuves suivantes sont appréciées, outre la dysmétrie, un facteur chronologique, d'où le terme de dyschronométrie, lorsque le mouvement, provoqué sur ordre, paraît en retard d'un côté par rapport au côté opposé. On n'omettra pas la recherche du tremblement d'attitude en faisant placer les index en opposition et l'étude de l'écriture et du dessin par des épreuves de ce type. On pourra y extérioriser un tremblement ou une dysmétrie.
Il est classique d'observer des symptômes essentiellement cinétiques dans les lésions latérales des hémisphères cérébelleux et statiques dans les lésions axiales du vermis. C'est pourquoi l'étude de la marche est particulièrement importante à la recherche d'un élargissement du polygone de sustentation, d'une décomposition du demi-tour, ainsi que l'étude de la station debout, yeux ouverts et yeux fermés, à la recherche d'une instabilité et d'une danse des tendons. Dans le syndrome cérébelleux, le trouble de la statique n'est pas notablement aggravé par l'occlusion des yeux. Dernière épreuve de grande importance dans l'étude de la motricité, l'analyse des mouvements oculaires conjugués, tout d'abord des mouvements volontaires ou saccades en latéralité puis en verticalité, ensuite les mouvements automatiques de poursuite à partir d'une cible. Ces mouvements mettent en jeu des mécanismes complexes qui intéressent les aires frontales, la réticulée du tronc cérébral, les noyaux gris centraux et le cervelet.